Bien, bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Jean-Jacques Bouteau. Donc, j'ai été pendant plus de 30 ans forestier sur le massif d'Auberive en Haute-Marne, massif qui comprend de la forêt domaniale et de la forêt communale. Donc, je travaillais à l'Office national des forêts et j'étais responsable de la gestion d'une unité territoriale donc, qui représente plus de 16 000 hectares de forêt. J'avais une deuxième casquette à l'office. Je suivais une espèce d'oiseau, la cigogne noire. Donc j'étais responsable du suivi à l'ONF. Voilà. Et aujourd'hui, je suis donc en retraite et je suis administrateur de ProSilva, puis dans diverses instances, dont le Nature Impact du WWF. Bonjour à vous. Donc moi, je suis l'élu de service. Je m'appelle Guy Durantet. Je suis depuis 77, mais je vous rassure, j'ai arrêté là au bout de 49 ans. Mais je suis élu d'une commune forestière qui est donc membre du syndicat intercommunal de gestion forestière de la région d'Auberive. Et j'ai cheminé pendant quelques décennies, vous l'avez compris, avec Jean-Jacques Bouteau, responsable de l'unité territoriale de l'Office national des forêts d'Auberive. Et donc voilà, on va vous présenter tout ça. Bonjour à toutes et à tous. Alors désolée, j'ai une extinction de voix, donc je vais essayer de parler à haute et intelligible voix autant que je pourrais. Donc moi, je suis Julie Marceau, je suis responsable du plaidoyer sur les forêts au WWF France et par ailleurs membre du Conseil économique, social et environnemental qui n'est pas très loin d'ici, justement le Palais d'Iéna. Et à ce titre, j'ai eu le bonheur de co-rapporter un texte assez récemment sur la restauration de la nature en vue de l'élaboration du futur plan national de restauration de la nature qui aura forcément un peu de lien aussi avec l'initiative portée par le SIGFRA. Voilà. Donc on va essayer de vous retracer un peu plus de 30 ans de sylviculture et d'action de forestier. Donc en quelques dizaines, enfin on a combien? 35 minutes? 40 minutes, donc c'est plus qu'il n'en faut. Donc je passe la parole à Guy. Oui, un petit peu pour vous situer le décor, c'est-à-dire l'emplacement de nos forêts. Donc nos forêts sont situées dans un département que peu de gens connaissent, je suis sûr, qui s'appelle la Haute-Marne. Si je dis Colombelles et Deux Églises, Général de Gaulle, je vais peut-être le situer. Mais bon, sinon, c'est un département qui est aux limites de la nouvelle région Grand Est et qui est aux portes de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, alors pourquoi Haute-Marne? Tout simplement parce que sur ce territoire, et notamment sur le plateau de Langres qu'on va découvrir tout à l'heure, prend sa source la Marne, et c'était aussi pour se distinguer de notre voisin, qui est plus pétillant que nous, qui est donc la Marne, et donc voilà, la Haute-Marne. Donc c'est vrai que c'est un département qui compte beaucoup de communes forestières, et c'est un département très rural, qui fait que c'est un département qui a moins de 30 habitants kilomètres carrés. Si je reviens sur notre territoire, qui est celui autour d'Auberive, on est à 4 habitants kilomètres carrés. Et donc, c'est vrai que ça, je ne sais pas si c'est un honneur, mais c'est une réalité. Nous faisons partie de ce qu'on appelle la diagonale du vide, hein, donc, c'est-à-dire de cette diagonale de territoires qui ont moins de 30 habitants kilomètres carrés. Et puis, bon, un petit clin d'œil à Axel Kahn, donc médecin généticien, qui a parcouru cette diagonale en 2013, hein, qui en a fait un livre qui s'appelle « Pensées en chemin ». Donc voilà, qui a parcouru ce territoire. Par contre, peut-être que les gastronomes, si je dis Langres, vont peut-être avoir les papilles qui vont frissonner avec le fromage de Langres, mais ce n'est pas tant ça. C'est vrai que c'est un territoire au sud de ce département qui a une particularité, le plateau de Langres. C'est ce qu'on appelait, les plus anciens d'entre nous, dans nos livres de géo, on parlait du château d'eau de la France, avec la particularité d'avoir 3 bassins versants qu'on voit sur cette carte. Donc un bassin méditerranéen,
un bassin pour la Manche et un bassin sur la mer du Nord, avec donc effectivement des fleuves comme la Saône, comme la Meuse, ou alors comme la Seine et la Marne. Et puis voilà le plateau de Langres. Donc c'est avec le plateau de Langres, Buffon le qualifiait peut-être je pense qu'il abusait un peu, l'avait qualifié de la plus haute montagne calcaire de France, qui n'est pas tout à fait vrai, mais ce qui est quand même un plateau calcaire. Vous le voyez sur cette carte à gauche. Donc nous sommes Châtillon-sur-Seine. Donc là nous sommes dans la région Bourgogne-Franche-Comté. On a Langres. On monte un petit peu plus à l'est et là on est sur Neufchâteau et là nous sommes dans les Vosges. Et puis on aperçoit entre Châtillon-sur-Seine, sur cette carte, Saint-Seine-l'Abbaye et Langres, le territoire d'Auberive. Alors, je voudrais bien faire un petit tour, si vous voulez. On va revenir au 19e siècle, rassurez-vous, ça ne va pas durer. Mais c'est important parce que ça a impacté nos forêts et la gestion sylvicole qui en a suivi. À l'époque, le département de la Haute-Marne, en 1836, était le premier producteur de fonte, premier producteur de fer, avec 15% de la production nationale. Et forcément, pour faire fonctionner ce qu'on appelait les hauts fourneaux, vous en avez un sur la vue qui est celui d'Auberive, la gestion en taillis sous futaire avec obligation de fourniture de charbonnette. Pour sa production de bois, il faut savoir que ce haut fourneau que vous voyez consommait jusqu'à 700 tonnes de charbon de bois, sans compter bien sûr les besoins des charges voisines et sans compter non plus ce qu'on appelait les affouages à l'époque, les besoins des résidents sur ce parc. Alors, cette production elle s'arrêtera dans le sud de la Haute-Marne dans les années 1850. Et j'ai envie de dire, donc on l'a peut-être vu tout à l'heure, le pic démographique de notre département était à l'époque de 268 000 habitants. 75 ans après, on est 168 000. Et donc, au-delà de ça, c'est cette gestion forestière dont on a hérité dans notre syndicat. Donc, gestion forestière entaillée sous futaie avec l'obligation de fournir de la charbonnette pour alimenter nos fourneaux et nos fermes. Et donc, ensuite arrive l'extraction du minerai, qui se trouve bien plus éloigné que nous, si on parle de la Lorraine et tout, et si bien qu'en 1850, effectivement, la métallurgie va s'arrêter, et donc la consommation de bois, et notamment de taillis, transformés en charbonnette. Donc, ça marche, hein, c'est bon. Donc cet arrêt du taillis sous futaie a marqué le début de la conversion en futaie régulière sur certaines, les forêts domaniales surtout. Mais je vais revenir sur le contexte écologique pour que vous situiez un peu les grands enjeux, les grandes caractéristiques de ce milieu. Donc on se trouve à l'extrémité est du bassin parisien, qui sont des dépôts sédimentaires du secondaire et du tertiaire, hein, comme vous le savez. Donc ces assiettes qui sont empilées sur un certain nombre de couches. Avec une altitude qui varie de 300 à un peu plus de 500 mètres d'altitude. On l'a dit, 3 bassins versants, 900 000 mm de pluie annuelle. On a des sols forestiers qui sont en mosaïque, donc on change, ce qu'on appelle les stations forestières changent sur des très courtes distances de l'ordre du décamètre, hein, donc ça change très très rapidement. Ce qui caractérise ces forêts, c'est le nombre d'essences feuillues. On a jusqu'à 12, 14 essences feuillues par parcelle. Bon, je ne vais pas toutes les citer, mais je vous laisse imaginer les essences traditionnelles françaises. Il y a eu bien sûr des enraisinements. Donc aujourd'hui, les enraisinements représentent 10% de la surface forestière. Et donc l'UT d'Auberive, comme je l'ai dit, c'est 16 500 hectares de forêt publique avec encore 75% d'anciens taillis sous futaie, donc qui ont bien sûr vieilli, mais on a encore des allures de taillis sous futaie. Ce qui marque aussi ce territoire, c'est des enjeux écologiques forts à très forts, avec les 2/3 du massif qui sont en cœur de parc national de forêt. Donc le plus récent parc qui a été créé en France.
en 2019, mais on y reviendra un peu plus tout à l'heure. Donc ça, c'est la carte du territoire d'Auberive. Donc là, on a deux bassins versants, donc les plateaux calcaires entaillés par l'eau, par l'érosion, avec la présence d'environ 50 marais tufeux. Donc le tuf, c'est une roche qui se forme en sortie au niveau des sources, qui peut prendre plusieurs formes, des marais, des barrages de tuf, des précipitations de tuf sur les cours d'eau, et puis des pelouses sèches. Donc ça, ce sont des milieux intraforestiers, ce qu'on appelle les milieux associés à la forêt. Donc sur la carte, vous avez les forêts communales qui entourent la forêt domaniale d'Auberive, qui fait 5700 hectares. Cette forêt a été en partie convertie en futaies régulières à partir des années 1860, quand il y a eu le passage, les arrêts de la sidérurgie. Et puis donc les forêts communales sont restées longtemps avec une allure de taillis sous futaie. Donc le SICFRA, on va vous parler du SICFRA. Donc le SICFRA, donc syndicat intercommunal de gestion forestière de la région d'Auberive. Donc c'est vrai que ce syndicat, il a été créé en 1974. On a fait en 2024 ses 50 ans. Ça a été le premier syndicat de gestion forestière et le plus grand, avec 8130 hectares. Et donc c'est les forêts publiques communales de 27 de nos communes. Et on vous a mis l'objet de ce syndicat qu'on a souhaité créer à l'époque. Je vous le lis. Le syndicat a pour objet la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains à boiser appartenant aux collectivités membres et soumis au régime forestier. Alors c'est vrai aussi qu'en tant qu'élu, je le dis, les revenus de nos forêts, c'est pas neutre dans nos budgets communaux. On a eu l'intelligence à l'époque, je suis arrivé qu'en 77, donc c'est pas moi qui l'a été en 74, mais de se limiter à la gestion forestière et surtout de ne pas inclure la chasse. La chasse reste de la responsabilité de chaque commune. Donc ce syndicat de gestion forestière, donc soumis au régime forestier, de philosophie, mutualisation et solidarité. Alors, voilà, ici une assemblée générale, bon, j'en profite pour le dire, c'est 53 membres, et donc la représentation, comme l'attribution de points à chaque commune, est faite en fonction de sa population, de sa surface et de son peuplement. Donc, et ça, c'est important, et chaque année, on décide lors d'une assemblée générale de la valeur du point, c'est-à-dire que chaque commune reçoit une valeur de points. Et il y a un pot commun. Le produit de nos ventes est mis dans un pot commun. Il est réparti donc en fonction des points aux communes sur un schéma, les 2/3 répartition commune et 1/3 aux travaux forestiers sur ce territoire. Et c'est vraiment, j'allais dire, un outil de mutualisation et c'est un outil de solidarité et qu'on a pu tester notamment avec la tempête Lothar en 99, avec les épisodes de canicule, etc. Donc voilà, cet outil-là, il a fêté ses 50 ans et il perdure. Et on vient de renouveler, comme toutes les intercos, ces instances il y a quelques semaines. Donc le SICFRA, historiquement, les élus du SICFRA se sont toujours intéressés à la biodiversité. Donc au début des années 90, par exemple, quand on parlait de biodiversité, on parlait même pas de biodiversité, où on commençait à peine à le faire. Mais par contre, le milieu naturel, il y a toujours eu un écho quand on parlait des marais tufeux, par exemple. Et donc, il y a eu une première opération de restauration de marais dès 1995. Donc, c'était déjà, pour moi, ça montrait déjà un intérêt important pour la nature en général. Et donc, aujourd'hui, on a des enjeux écologiques élevés avec
donc sur le SICFRA qui fait 8000 hectares, on a plus de la moitié qui sont identifiés avec des enjeux écologiques forts. Donc ça se traduit par la présence du cœur du parc national, une réserve naturelle régionale de Villemoron là, qui fait 47 hectares, donc qui est plus axée sur les milieux ouverts et les forêts sèches, avec du chêne pubescent. Donc on a déjà du chêne pubescent sur ces forêts. Et puis donc un arrêté de protection biotope sur les marais de 170 hectares. Donc dans la charte du parc aussi, il y a un certain nombre de cibles patrimoniales qui sont identifiées. Et puis donc il y en a toute une liste qui concerne les forêts du SICFRA. Donc là, vous avez des cartes qui représentent ces enjeux qui sont identifiés, cartographiés, qui sont intégrés dans la gestion forestière. Non, c'est celle-là. Donc, tous ces enjeux de biodiversité nécessitent un travail étroit avec les associations naturalistes. Hein. Donc, on n'est pas en Île-de-France où la pression est très forte, mais elle existe. Enfin, on a des relations de travail et d'échange avec les associations qui sont présentes. Donc, la Société de sciences naturelles de Haute-Marne, le Conservatoire des espaces naturels de Champagne-Ardenne et bien sûr les collègues du Parc national de Forêt. Donc ça, c'est un travail qui se fait quasiment, je dirais presque au quotidien. Donc pour illustrer tout ça, il y a quelques espèces emblématiques. Hein, le damier du frêne, donc c'est un papillon qui est extrêmement rare et dont les derniers bastions de population dense sont sur les forêts de Luté, entre autres, et puis donc sur une autre partie de forêt du parc. La cigogne noire, donc qui est un oiseau qui est revenu, qui a fait un retour spontané en France. Début des années 90, et donc elle est arrivée sur Brive, dans la région d'Aubrive en 1999-2000 pour une première nidification. Donc il y a le sabot de Vénus, la plus grande orchidée de France, donc qui est à caractère plutôt montagnard, mais qui est dans des stations de plaine dans notre cas, même si on a un climat semi-montagnard par endroit. Les pelouses. Là-bas à droite, et puis donc en bas les marais tufeux. Donc ça illustre un peu tout ce que je viens de vous dire. Donc on revient à la gestion forestière. Donc je ne sais plus qui c'était, ça, c'est moi. Donc il y a eu un premier aménagement entre 1974 et 1999, donc un aménagement de 25 ans qui a entamé une phase de conversion des taillis sous-futés en futaies régulières, avec des objectifs ambitieux de régénération et de plantation. Donc, régénération naturelle, c'est les arbres qui donnent des graines et on repart sur du semi-naturel. Et la transformation, ça veut dire qu'on coupe une parcelle à blanc et on plante du résineux derrière. Donc, en 98, en fin d'aménagement, donc il y avait 800 hectares régénérés ou plantés qui ont été réalisés. Et puis donc, je l'ai signalé tout à l'heure, en 1995, il y a une restauration des marais tufeux, une première phase de travaux écologiques. Donc ces 800 hectares sont bien loin de l'objectif qui était fixé en 1974. C'était 2000 hectares qui étaient prévus en renouvellement sur les 8000. Donc vous voyez la proportion qui est quand même loin d'être faible. Donc les raisons qui se sont passées, c'est des échecs de régénération ou de plantation. Ça coûte cher, une plantation, une régénération, ça coûte de l'argent. Et donc, il y avait des subventions, mais malgré cela, les budgets ne permettaient pas d'absorber ce programme très ambitieux d'investissement. Donc, qui dit coupe de transformation et de régénération, dit coupe des définitives ou des coupes rases. Donc là, vous voyez le type en 92 des coupes définitives qui étaient perceptibles par les habitants. Et puis, donc, on a avancé comme ça sur des coupes qui faisaient plusieurs dizaines d'hectares d'un seul tenant par moment, donc 30, 40, jusqu'à 100 hectares. Et donc, un jour, on a fait la coupe de trop, ce qu'on a appelé la coupe de trop. Donc, c'est le versant qui est... Pour les gens qui connaissent Aubrive, il y a un versant qu'on voit du village. Et donc, du jour au lendemain, il y avait des arbres. Et le lendemain matin, en gros, il n'y avait plus d'arbres. Donc, les gens, quand ils ont ouvert leur volet le matin, il y avait le grand versant qui était dénudé. Oui, alors quand Jean-Jacques parle de la coupe de trop, c'est effectivement ce qui a interpellé les élus et nos administrés
vous l'avez compris, le plateau de Langres est tout sauf un plateau, hein, puisqu'il est entaillé de je ne sais combien de rivières et ruisseaux. Et quelque part, soyons honnêtes, hein, c'est surtout l'aspect paysager qui a, disons, fortement dérangé nos habitants, qui sont habitués à leur forêt. On est à 4 habitants kilomètre carré, quoi, hein. C'est notre environnement. Et donc là, vous l'avez compris, on arrive à la fin du premier aménagement, 99. On a quelques années. Et donc, on dit à l'ONF, à notre gestionnaire et à l'unité territoriale dont Jean-Jacques était responsable, on dit non, ben, ça suffit, quoi. Enfin, je veux dire, les coupes rases, c'est insupportable. Proposez-nous une autre gestion forestière. Et donc, voilà, c'est à partir de cette année 95, de cette décision des élus, aux portes de la fin d'un aménagement, et on allait retravailler forcément sur un nouvel aménagement, qu'on demande à notre gestionnaire de nous faire une proposition. On ne savait pas trop laquelle. Honnêtement, on se disait, bon, les coupes à rason, ça suffit. Donc voilà, ben, on lui a fait un cadeau à notre gestionnaire. Oui, c'était un cadeau. Puis donc, c'était aussi un gros exercice de travail sur soi. Faut le reconnaître, hein, de dire, on s'est peut-être trompé de logiciel. Et puis donc, là, on va très vite, mais intellectuellement, l'évolution se fait quand même un peu de temps parce que on se remet en cause. Et puis après, on dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et ça se fait pas quand même en 2 jours, quoi. Donc il y avait quand même un deuxième argument que je souhaite indiquer, c'est ce qu'on appelait les sacrifices d'exploitabilité. Donc quand on a quand on régénère des taillis sous-futés, donc il y a bien sûr des gros arbres qu'on récolte, qu'on peut estimer arriver à maturité. Donc là, il n'y avait pas trop de discussion là-dessus. Mais dans une structure de taillis sous-futés, il y a des arbres moyens, des petits et des tout petits. Et donc là, le bon sens paysan aussi nous a dit, il y a un certain nombre de personnes qui se sont dit, ok, vous faites déjà des coupes qui se voient dans le paysage, parce que quand on est dans le versant d'en face, on voit tout. Quand on est dans la forêt, on traverse des grandes routes comme ça où il n'y a plus grand-chose. Mais vous coupez des arbres qui ne sont pas arrivés à leur optimum économique. Donc ça, autant sur le paysage, on peut dire, moi, ça me plaît, des coupes comme ça. Il y a de l'engoulevent qui vient, ou des choses... parce qu'il y avait de l'engoulevent dans ces parcelles-là. Et maintenant, on a de la cigogne noire. Donc, on rejoint les questions de biodiversité de tout à l'heure, présentées par notre collègue. Et donc, ça, à la limite, ça m'a plus touché les arguments de sacrifice d'exploitabilité que le paysage. Même si, donc voilà. Pour vous situer aussi les arguments. Bon, ce qu'on peut se poser la question aussi, c'est que dans une région hyper rurale, on avait des réactions comme ça, quoi. Donc, il y a quelques années, j'ai vu il y a des collègues d'Île-de-France qui sont venus nous voir pour savoir pourquoi on avait changé aussi. Donc, en fait, je me suis rendu compte qu'on était dans la même... avec 25 ans d'écart, de décalage, il y avait les mêmes réactions qu'en Île-de-France que dans notre campagne perdue du plateau de Langres, quoi. Donc on est parti, moi je me suis... le hasard des rencontres a fait que j'ai pris connaissance de l'existence de ProSilva, donc qui était tout neuf à l'époque, donc en 94, 95, et puis j'ai commencé à m'intéresser à cette sylviculture-là, donc je suis devenu adhérent à ProSilva. Et puis donc on a proposé aux élus du SICFRA donc le passage à la futée irrégulière à l'époque, parce que c'était comme ça qu'on appelait la SMCC, c'est le dernier terme utilisé aujourd'hui. Donc ce que je vous propose là, c'est vous me dites si je reprends ces principes-là, si je vous reparle de sylviculture, des principes ou... Donc je vais vous parler, vous expliquer ce que c'est que la sylviculture mélangée à couvert continu. Donc la première chose, c'est une sylviculture d'arbres. Donc on prend chaque arbre en tant qu'individu, et donc quand on est en forêt, l'opération fondamentale, c'est le martelage, l'opération la plus importante. Le martelage permet de régler la lumière dans le peuplement, les espaces entre les arbres, de limiter la concurrence dans certains cas. Et donc on parle, chaque fois, on analyse l'arbre individuellement. Donc pour simplifier un peu les choses, on a identifié 6 fonctions pour un arbre. Donc un arbre peut avoir 6 fonctions, la fonction de production de bois, la fonction de protection, un arbre peut en protéger un autre
par rapport à un éclairement fort, par exemple. Fonction d'éducation, donc un arbre peut éduquer la régénération qui est en dessous. Fonction minoritaire, donc on fait attention à toutes les espèces qui sont rares sur la parcelle. Donc si j'ai un seul tilleul sur une parcelle, je vais le garder, quelle que soit sa qualité, sa forme. La fonction écologique, donc tout ce qui concerne les arbres habitats, les arbres morts. Et la fonction d'arbre remarquable. Donc là, c'est complètement subjectif. On a un coup de cœur pour un arbre parce qu'il est gros, parce qu'il a une forme bizarre, etc. Et donc, on va garder un arbre tant qu'il a une ou plusieurs fonctions. Le jour où on estime qu'il n'a plus de fonction, ça veut dire qu'on peut le retirer du peuplement. Donc, ces principes-là peuvent s'appliquer à tous les types de peuplement. Donc, qu'on soit dans une plantation d'épicéa ou d'un taillis sous futaie, on peut appliquer ces principes-là. Donc l'intérêt d'avoir cette démarche-là, c'est qu'on a une grande souplesse de travail pour les forestiers, pour la mise en œuvre d'une gestion multifonctionnelle. Donc en France, quand on parle de forêt, on doit tout de suite, le forestier pense gestion multifonctionnelle, donc qui intègre les 3 grandes fonctions de la forêt: production, fonction sociale et environnementale. Donc je vais vous expliquer rapidement la SMCC en 5 minutes. Donc on se constitue une sorte de tableau de bord avec des indicateurs, plusieurs indicateurs, donc je vais vous les décrire rapidement. Et puis donc, à partir de ce tableau de bord, on prend des décisions de gestion et on oriente notre travail et on se fixe des objectifs. Donc le premier indicateur, c'est le capital. Donc le capital, ça représente le volume de bois, donc qui est en bleu là sur le schéma. Donc c'est le volume hectare ou la surface terrière. Ensuite, la composition. Donc la composition, c'est le mélange des essences. Donc j'ai un pourcentage de hêtres, de chênes, d'alisiers, d'érables, etc. D'épicéas ou de choses comme ça. Donc voilà, les différentes essences qui sont colorées là avec des noms, l'alisier terminal, l'érable champêtre. Ensuite, la structure. Donc la structure, c'est la répartition en diamètre des arbres. Donc il y a des gros, des moyens et des petits. Donc on traduit ça par des petits bois, bois moyen, gros bois, très gros bois. La régénération, bien sûr, parce que si on coupe des gros, il faut essayer de comprendre comment l'écosystème fonctionne. Donc les gros représentent ce qui sort du tuyau, mais il faut qu'il y ait des arbres qui rentrent dans le tuyau pour que l'écosystème fonctionne et qu'on puisse continuer à produire du bois ou en récolter un minimum. Donc la régénération, c'est tout ce qui est en orange. Ensuite, les perches. Donc on a parlé des semis. Donc après les semis, quand ils commencent à pousser, ça devient des perches, donc des arbres de 10 cm de diamètre. Et on parle de qualité. Donc on s'intéresse aux 4 premiers mètres des billes, ce qu'on appelle des billes de pied, où on va décrire la qualité, parce que la qualité, c'est la seule variable qui permet d'augmenter la valeur de notre capital forestier. Parce que et des arbres, si on est en mesure de vendre des arbres de haute qualité, donc du bois sans nœuds avec un minimum de défauts, c'est là où le propriétaire peut valoriser au mieux commercialement ces arbres. Donc voilà. Donc on met en place un suivi qui est réalisé tous les 10-12 ans avec ce qu'on appelle des placettes permanentes. Donc en 98, on a installé 1300 placettes sur les 8000 hectares du SICFRA, ce qui nous a permis de faire un état des lieux et de dégager des grands objectifs qui ont pu être définis. Donc, là, on parle un peu de planification, mais ça reflète l'état d'esprit qu'on avait en 98-99. Parce qu'après, on va voir qu'il se passe plein de choses et que ça change. Donc, on a identifié qu'il nous fallait augmenter le nombre de gros bois dans cette forêt, parce qu'on est parti d'assez loin. Ensuite, qui dit taillis sous-futé dit taillis, bien sûr. Et donc, on avait beaucoup de taillis dans ces peuplements.
Et on s'est dit, il faut réduire la proportion de taillis parce que le taillis gêne les grands arbres et ils font beaucoup d'ombre sur le sol. Et puis donc une présence de qualité qui était, la qualité des arbres en moyenne était très faible et donc il fallait augmenter la qualité des arbres. Donc ça c'est assez relativement assez simple à faire. Donc c'est d'identifier les arbres de qualité et surtout de couper, de récolter des arbres de mauvaise qualité. Et puis on en a parlé aussi tout à l'heure. Monsieur Sturm en a parlé, c'est l'installation de cloisonnement. Donc on est parti sur des cloisonnements à 30 mètres. On est loin des 80 mètres qui sont préconisés aujourd'hui à Lübeck. Donc voilà, on est parti là-dessus. Bon, mais assez rapidement, en décembre 2000, il y a Lothar qui nous est tombé dessus, avec, vous voyez, des parcelles complètes qui sont tombées, on a eu 10 années de récolte de gros bois qui sont tombés en 3 heures, quoi. Donc quand même un impact assez fort sur ces forêts-là. Et puis une deuxième tornade localisée en 2018. Et donc la tempête Lothar, on a mis 2 ans et demi pour récolter ce qu'on pouvait sortir, travailler dans de bonnes conditions. Et donc le travail qu'on avait fait entre 95 et 99 avait déjà enclenché l'arrivée de ce qu'on appelle la salle d'attente. Donc c'est des petits semis qui sont présents. Et donc on a eu plus de 200 hectares qui étaient vraiment très endommagés, quasiment coupe plus d'arbres du tout. Et donc on n'a pas eu besoin de replanter. Donc on a, avec la régénération naturelle qui était diversifiée, on a fait des comptages. Il n'y a pas eu besoin de replanter. Donc c'était déjà un premier signe qu'on n'était pas plutôt parti dans la bonne direction parce qu'on voyait les collègues à côté qui s'empressaient de planter avec des échecs de plantation, des coups faramineux, alors que nous, on s'en est sortis avec un coup de reconstitution quand même assez performant. Ensuite, les autres imprévus ou les perturbations aussi, donc c'est les années avec déficit hydrique, des sécheresses. Donc vous voyez qu'il y a toute la série, 2003, 2004, c'était quand même assez sévère. Donc qui a entraîné un dépérissement du hêtre, des hêtres les plus gros, des gros, mais aussi quelques moyens. Donc qui nous ont fait réfléchir, qui nous ont quand même surpris et il y a des années où on a récolté que des hêtres dépérissants, qui menaçaient de partir, de mourir, et des hêtres de bonne qualité. Et un autre aléa qu'on n'évoque pas toujours, c'est les aléas de conjoncture de vente de bois. Et donc il y a des années où on s'est retrouvé avec des invendus sur des lots de bois d'industrie. Et donc bois d'industrie, vous l'avez compris, ça correspond à notre taillis. Et on avait une volonté de... C'est trop long ? Ok. Donc, ces aléas font partie aussi, ont un impact fort sur la sylviculture qu'on peut mener sur une forêt. Donc là, c'est des courbes de dépérissement. Donc aujourd'hui, on a 40% de hêtres qui sont dépérissants. Donc il faut que j'aille plus vite. Donc le changement climatique, c'est une réalité aujourd'hui. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Donc nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un cortège d'essences assez important, avec des essences qui sont quand même, qui résistent bien à ces niveaux de sécheresse et de canicule. Donc il y a l'érable champêtre, le cormier, le tilleul et l'alisier blanc, et un peu moins l'alisier terminal, mais intéressant quand même. Donc on a des forêts très mélangées, donc qui permettent quand même de voir les choses d'une manière un peu plus optimiste. Et puis donc par rapport à un questionnement sur l'apport d'essences exotiques, donc la charte du cœur du parc national est claire, on doit travailler avec les essences locales. Donc nous, on n'a pas de débat là-dessus. Donc avec le recul, cette gestion en SMCC ne nous met pas dans des impasses. On a toujours des choix de gestion, on peut toujours prendre des décisions, dire je vais retarder telle coupe, je vais aller récolter mes arbres dépérissants, puis je vais lever le pied derrière parce que j'ai fait une coupe qui n'était pas prévue. Et donc notre organisation fait qu'aujourd'hui, on est en mesure de se passer d'aménagement, et donc on est réactif. Et notre organisation permet de réagir quasiment en quelques semaines par rapport à un imprévu qui peut subvenir.
tels que je vous les ai présentés. Donc sur les enjeux de biodiversité, on a intégré la présence des milieux associés, donc pelouse et marais. On a pris en compte les habitats ou les espèces rares qui peuvent être présentes ponctuellement sur la forêt. Et puis donc on a installé la trame de vieux bois, donc des îlots de sénescence à hauteur de 6%, la désignation de 5 arbres vivants à l'hectare, on maintient des arbres habitat mort debout et le bois mort au sol. Et puis donc on a des opérations aussi qui visent à restaurer les marais tuffeux qui ont été en partie enrésinés. Donc on a un certain nombre de marais dans cet état-là, et donc avec des exploitations par câble. Et puis donc l'équipement du bâti ancien qui se trouve en forêt pour la faune, les chauves-souris par exemple. Donc on a mis en place aussi un suivi de la biodiversité ordinaire qu'on réalise en martelage. Donc on relève un certain nombre de choses. Par exemple les stations à lichen pulmonaria, les terriers de blaireau. Donc les arbres habitats sont bien sûr identifiés, géolocalisés, décrits. Et puis donc tous les plus gros arbres de la forêt sont inventoriés au moment du martelage. Donc aujourd'hui on a des informations sur plus de 14 000 hectares de forêt sur les 16 000 de l'UT. Les aires de rapaces sont cartographiées aussi, et on a mis en place un suivi de l'autour des palombes pour savoir comment cette espèce est présente et comment elle occupe le territoire. Et les loges de pic noir. Toutes les loges de pic noir vues sont relevées, donc description de l'arbre, porteur, essence, diamètre et géolocalisée. Donc on a une super base de données sur ces éléments-là, donc qui intéresse la recherche aujourd'hui. Donc on a travaillé avec l'INRAE sur les loges de pic noir, avec un professeur de Nancy sur les blaireaux. Donc voilà. En 2018, on a fait évoluer les placettes permanentes. Donc au départ, c'était tout ce qui est en vert là. Et puis on a rajouté une couche santé, état sanitaire des arbres, donc le protocole des PERIS, plus évaluer le volume de bois mort. Et sur 220 placettes, on a mis en place le protocole PSDRF, donc qui en gros décrit tous les micro-habitats présents sur les arbres. Donc on a un suivi relatif à la biodiversité qui est important, en sachant que sur l'UT, il y a une réserve intégrale endomaniale qui fait 230 hectares. Donc, la comparaison est peut-être excessive, mais on peut voir ce qui se passe dans la réserve intégrale et dans la forêt gérée sur les mêmes protocoles, sur la base des mêmes protocoles. Bon, bilan de gestion. Donc ça, c'est les résultats des placettes. Donc on s'était fixé des objectifs, je vous les ai montrés tout à l'heure. Et puis donc voilà les résultats en 2019. Donc malgré tous les aléas qu'on a connus, on a augmenté le capital. Donc le volume de bois sur pied a augmenté de 10%. Ce que vous voyez en orange, c'est le taillis qui a fortement baissé. Donc l'objectif de taillis a été divisé par 2. Et puis donc un autre point important, pour parler de la qualité, la valeur commerciale du peuplement a augmenté de 20%. Donc ça, c'est la structure. Donc on est passé de 26% de gros bois et très gros bois à 35% de gros bois et très gros bois en 2019. Donc là, pareil, c'est un objectif qu'on s'était fixé. La forêt a évolué dans le sens qu'on souhaitait. Le mélange d'essence, donc de 14%, on est passé à 17%. Bon, c'est pas violent, mais on est sur la bonne tendance quand même. Donc ça reflétait les consignes de travail, prendre en compte le mélange. Et puis donc une régénération, on est passé de 400 semis en 98 à 4000 semis à l'hectare en 2019. Donc on voit que le système fonctionne, la machine tourne. Le bémol qu'on met sur cet indicateur-là, c'est qu'on a une régénération qui est dominée par le hêtre. Donc ça, c'est un sujet.
Donc aujourd'hui, on ne sait pas trop, on n'est pas sûr de ce qui se passe, quoi. Donc il y a une étude, je vous la représenterai juste après, on essaye de comprendre pourquoi c'est comme ça, quoi. On pense qu'il y a des animaux aussi en forêt. On a actuellement, donc pour le bois mort, on est à 18 mètres cubes hectares de bois mort à l'hectare. Donc là, dans la réserve biologique, juste à côté, on est à 33. Donc c'est une forêt où il n'y a pas eu d'exploitation depuis 50 ans. Donc c'est une jeune réserve intégrale. Donc en 2021, il y a la certification FSC qui s'est mise en place avec la validation du service écosystémique biodiversité. Donc je vais passer. Donc ça, c'est intéressant, c'est l'évolution de la valeur du point. Guy en a parlé tout à l'heure, je te repasse la parole. Donc on voit qu'il y a eu quand même j'ai parlé des aléas de conjoncture, hein. Donc là, cette période-là, c'est des aléas. Au moment où le bois d'industrie ne se vendait plus, le hêtre ne se vendait plus. Là, il y a eu un problème aussi. Et puis 2021, gros problème aussi de vente de bois d'industrie. Donc Massif d'Auberive se trouve juste à la limite du bassin d'approvisionnement de nos usines, qui sont au Luxembourg. Donc on est à 300 km de l'usine de pâte à papier et de panneaux. Et dès qu'il y a une mévente de bois, on est les premiers à en pâtir. Donc on a retrouvé des niveaux de recettes là, depuis 3-4 ans, depuis 2023, qui sont quand même sympas. Donc il y a bien sûr le cours du bois qui joue, mais globalement, on a quand même une qualité de bois qui a augmenté et surtout le volume unitaire du bois qu'on coupe, quoi. Donc aujourd'hui, on est à 0,4-0,5 mètres cubes pour la tige unitaire qui est coupée. Alors qu'avant, en 2004, c'était 0,1. Donc on a multiplié le volume par 4 de la tige unitaire. Donc il y a un bonus là de 13 € par point qui est le financement Nature Impact. Donc on y reviendra tout à l'heure. Mais ça représente quand même 13% des recettes du SICFRA. Donc le bilan, donc les indicateurs ont plutôt évolué dans le bon sens. Donc le choix de la SMCC s'avère pertinent. Dans un contexte, dans un établissement où la SMCC n'était pas forcément bien acceptée au départ, s'il n'y avait pas eu le soutien des élus du SICFRA, donc le SICFRA c'est une grosse forêt, c'est un gros propriétaire dans la région, dans le Grand Est. S'il n'y avait pas eu le SICFRA, on ne serait peut-être pas là en train de discuter aujourd'hui, clairement. Donc voilà, on passe. Donc il y a eu un truc qui s'appelle forêt régulière école. Donc là, on revient à ProSilva et il y a eu des financements qui ont existé. Donc il y a eu une structure qui s'est mise en place, dans un premier temps portée par ProSilva, puis par AgroParisTech. Et aujourd'hui, la forêt régulière école intègre le parc national de forêt. Donc voilà. Donc les objectifs sont de développer les connaissances sur la sylviculture mélangée à couvert continu, organiser des transferts de connaissances vers des publics les plus variés possibles, donc des spécialistes aux non-spécialistes, et puis mettre à disposition des acteurs des outils de dialogue autour de la sylviculture, donc avec des opérations de sciences participatives. Il y a des études qui sont portées par FIE, donc en collaboration avec l'INRAE, le réseau Chiroptère de l'ONF. Et puis, donc la plus importante, c'est l'étude de renouvellement qui a été mise en place en 2019, qui est partie au minimum pour 10 ans, donc avec un suivi individuel de 2300 semis. Donc on croise 3 facteurs sur ces semis: la quantité de lumière que reçoit le semis, l'intensité de travail, donc est-ce qu'on coupe beaucoup autour de ce semis ou pas, et est-ce qu'il est protégé ou pas de la dent du gibier. Donc c'est pour essayer de comprendre pourquoi on se retrouve qu'avec du hêtre. Donc ça, c'est une étude unique en Europe, d'après les collègues d'AgroParisTech. Il n'y en a pas beaucoup, ça n'existe quasiment pas en Europe. Le parc national des forêts, on pourra y revenir aussi. Et puis donc on arrive à la fin. Monsieur Delourme, c'est bon. Tu vas ? Oui, alors même si ça va être très court, mais qu'on revienne quand même sur le parc national des forêts, Jean-Jacques, te plaît, sur la vue. C'est vrai que
vous avez compris, le ZIGFRAC a 50 ans, le Parc national des forêts n'a que 5 ou 6 ans, mais bon, c'est vrai que j'ai eu l'honneur de présider le GIP. Il a donc été créé, ce GIP, dans le cadre de la loi Girard en 2010, et le décret de création du Parc national des forêts feuillues de plaine. Le premier parc au nord de la Loire s'est fait en 2019. Et on l'a vu sur la FIE, c'est à l'heure actuelle le parc national, dans ce qu'on va appeler la FIE 3, qui va porter... Ah oui, excusez-moi. Voilà. Oui, GIP, Groupement d'intérêt public, donc qui a été créé en 2010 dans le cadre de la loi Girard. Et donc c'est ce GIP qui a travaillé jusqu'au décret de création du parc qui a été pris en novembre 2019, et notamment qui a travaillé, ça a été, j'en ai été président sur 2 mandats, ça a été l'arrêté de prise en considération. Alors c'est vrai que je vous rappelle que c'est le premier parc national au nord de la Loire, Grenelle de l'environnement, 3 objectifs étaient donnés, parc naturel, parc terrestre et maritime, les Calanques, créé en 2010, parc forestier, ben voilà, il a vu le jour. Et puis, 3e commande, un parc des zones humides. Et c'est vrai que bon, celui-là, il est en train de chercher un territoire. C'est pas gagné. Ça a été compliqué, mais voilà, le parc est créé, mais voilà. Bon, alors, on revient là-dessus. Oui, alors très, très vite, on a évoqué quand même FSC. FSC, donc on a été labellisé FSC au-delà de notre traditionnel label PEFC, labellisé FSC avec option biodiversité. Et donc, quelque part, je veux dire, ça nous a autorisé, nous autres élus. Bon, sachez que le syndicat intercommunal de gestion forestière, c'est 27 communes. En termes d'accompagnement, c'est une secrétaire de mairie 10 heures par semaine. Donc, ça veut dire que derrière ça, il y a des militants, il y a des gens qui y croient. Et donc, je vais dire, la labellisation, le label FSC et l'option biodiversité nous a autorisé, nous autres petits élus ruraux, de tenter des réponses à des appels à projets. Et donc, voilà, il y en a quelques-uns qui sont devant vous. Donc, une de nos 27 communes a été labellisée capitale de la biodiversité donc, en 2023. En 2023 également, on répond à un appel à projet de l'OFB, financé par la Française des Jeux d'ailleurs, Mission Nature. En 2024, Office français de la biodiversité. 2024, appel à projet lancé par Nature Impact, mais bon, Julien en parlera mieux que moi. Donc on se dit, bon, après tout, allez, allons-y. Et 2024 également, l'unité territoriale, l'ONF d'Auberive, se lance dans un appel à projet aussi qui s'appelle Life Artisan, donc avec l'ADEME et l'Office français de la biodiversité. Et puis en 2025, on signe ce qu'on appelle une obligation réelle environnementale pour 99 ans, donc signée par nos 26 communes sur nos 8000 hectares. Donc je pense que Julie en parlera mieux que moi aussi. Donc voilà un petit peu pour tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans cette démarche. Je ne vais pas tous les citer, je vous laisse le temps de les découvrir. Et bon, c'est vrai que c'est une aventure humaine. Alors là, c'est l'élu qui parle. Hein. Je crois que sur un territoire comme le nôtre, il faut apprendre à descendre de nos clochers ou de nos chapelles, j'en sais rien, et travailler ensemble. Et donc, c'est le cas des élus de nos communes. Bien sûr, travailler en confiance aussi avec notre gestionnaire, qui est l'Office national des forêts, et puis avec aussi peut-être d'autres partenaires qui vont apparaître là, Jean-Jacques. Non, mais voilà, il est parti. Non, mais je veux dire qu'on a une autre vue. Oui, voilà, c'est ça. Ah, voilà, c'est conclusion. Ça. Voilà, c'est ça. Mais par contre, moi, je voudrais, en tant qu'élu, me dire quelle aventure humaine. Alors, c'est une aventure humaine, bien sûr, aux gens de ce territoire, mais aussi à ceux qui nous ont rejoints. Et moi, je pense
à Magali Rossi, par exemple, d'FSC, je pense à Anaïs, je pense à Daniel Valory de WWF, parce que vous doutez bien qu'avant d'obtenir un label, c'est des dizaines de visites, j'ose pas dire des centaines d'heures, des centaines de réunions. Et voilà, oser se mettre autour d'une table, bien souvent en dehors des heures ouvrables, hein, parce que voilà, c'était dans les bureaux de l'Office national des forêts. Donc voilà, cette aventure humaine nous amène ce soir. Et bon, on espère vraiment qu'elle va continuer. Bravo. Merci à vous. Je voudrais terminer là-dessus. Donc, ça, c'est un cadre supérieur de l'ONF qui m'a envoyé ça discrètement il y a une vingtaine d'années. Et donc, il dit surtout, tu dis pas que c'est moi qui te l'ai envoyé. Donc, donc il s'est intéressé à l'historique. Et donc, je vous la lis. Donc, en 1724, le grand maître des eaux et forêts en Champagne essaya dans son département les coupes à blanc. Et l'expérience ne tarda pas à lui faire reconnaître la nécessité de leur pratiquer le jardinage. Donc vous voyez, tout ça pour en arriver là aujourd'hui. Merci beaucoup. On a prévu une séance de... Ah, d'accord, excuse-moi. Ouais, alors rassurez-vous, ça ira très vite, le complément que je voulais apporter. Donc moi, en tant que WWF aujourd'hui, par rapport à l'expérience du SIGFRA, en réalité, nous, on est un des financeurs des actions qui viennent à partir de maintenant, que ce soit l'obligation réelle environnementale, qui pour nous est un élément assez important des perspectives qu'on peut imaginer aujourd'hui en termes de gestion intégrée des forêts à venir, que ce soit aussi en termes de qualification de la relation entre un propriétaire, ou là en l'occurrence un syndicat intercommunal, donc plusieurs propriétaires, mais unifiés au sein du syndicat, et son gestionnaire, parce qu'en fait, l'expérience du SIGFRA, elle n'a été possible que par la rencontre entre un certain nombre d'ingrédients. Ces ingrédients, c'est à la fois la pression sociétale, c'est aussi une reconnaissance de l'intérêt partagé d'adopter un autre mode de sylviculture que ce qui prévalait jusqu'à présent. Et c'est, en complément de tout ça, aussi un gestionnaire qui est formé, qui est capable en fait, de répondre à ces différentes considérations et ces différentes évolutions des attentes de la société autour de la gestion forestière. Alors tout ça, nous, on est là, une ONG environnementale. Évidemment, les projets que l'on soutient via le fonds Nature Impact, ce sont des projets que l'on souhaite avoir un intérêt vis-à-vis des services écosystémiques, des services d'intérêt général autour des forêts, que ce soit la biodiversité, mais aussi la concertation et aussi la résilience à long terme des écosystèmes forestiers. Mais si le SIGFRA est un des 12 projets que l'on soutient aujourd'hui, on a fait 2 appels à projets en 2023, donc vous étiez dans ce premier lot de 5 projets. On a fait un deuxième appel à projet en 2025 qui a reconnu 7 nouveaux projets. Notre idée est d'en faire un tous les 2 ans à peu près, on va essayer. En tout cas, on essaye mes collègues en charge des partenariats financiers essayent de trouver suffisamment d'argent pour pouvoir lancer un appel à projet tous les 2 ans. Mais en fait, on le fait à une toute petite échelle, évidemment. Rien à voir avec ce qui peut être fait au niveau de l'État, au niveau des collectivités territoriales. Et aujourd'hui, ce qui doit nous interpeller quelque part, c'est la question de savoir est-ce qu'on se sent, est-ce qu'on est en capacité, est-ce qu'on va dans le bon sens en termes de politique publique, est-ce qu'elles sont aidantes ou est-ce qu'elles sont bloquantes pour multiplier ce genre d'initiatives. Alors, j'irai pas beaucoup plus loin, mais en tout cas, c'est mon métier d'être observatrice de ces cadres de politique publique. Et je dirais, soyons à la fois inquiets
Je ne vais pas vous mentir, les reculs environnementaux sont quand même assez nombreux. Sur la forêt, on ne fait malheureusement pas exception, mais on peut aussi être assez optimiste parce qu'en réalité, moi, ce que je constate depuis 15 ans, 17 ans que je suis dans le secteur forestier en tant qu'observatrice environnementale, en fait, c'est que dans le cadre les professionnels de la forêt sur le terrain, les élus forestiers sur le terrain, ont bien conscience en réalité que la marche de l'histoire, elle va vers une sylviculture plus intégrée, elle va vers une sylviculture qui est beaucoup plus complexe, qui laisse la place à l'incertain, à l'incertitude, et qu'on peut aussi aujourd'hui disposer, alors probablement pas de l'IA, parce que comme ça a été dit, l'IA aujourd'hui, elle n'est capable de dire que ce qu'on lui a appris à dire. Donc en fait, pour projeter vers l'inconnu, et vers l'incertain, c'est très compliqué de faire confiance aux modèles aujourd'hui prédictifs qui ne sont pas du tout bien calibrés. En revanche, il y a des modèles qui permettent, par de la concertation territoriale, par du lien au réel et par des suivis environnementaux, et du coup des engagements à long terme tels qu'une obligation réelle environnementale, mais il y en a aussi d'autres qui peuvent être imaginés. En fait, on arrive, je pense, plus par le collectif demain, à faire en sorte que la sylviculture, que les sylvicultures aillent vers plus de diversité, à la fois écologique, mais aussi de diversité humaine et de diversité des aspirations autour des forêts. Et ça, je pense que c'est quelque chose en Île-de-France qui doit être totalement pris en charge. Enfin, c'est à vous, je dirais, aussi de croire en ces perspectives où, au final, on a quand même des contextes dans lesquels les enjeux liés aux loisirs ou les enjeux liés au paysage, les enjeux liés à la biodiversité sont dans le scope aujourd'hui des élus territoriaux. Donc utilisons ça, utilisez ça pour arriver à faire progresser les sylvicultures plus intégrées, plus proches de la nature, telles que la SMCC, sylviculture mélangée à couvert continu, mais aussi d'autres formes avec des gestions peut-être plus protectrices, mais qui n'oublient pas non plus l'enjeu économique. Et c'est aussi là où nous, on peut intervenir, des structures comme les nôtres, où par notre fonds Nature Impact, mais on n'est pas les seuls, encore une fois, je ne suis pas là pour présenter que ce qu'on fait au WWF, mais il existe aujourd'hui des dispositifs de paiement pour services environnementaux. Il faut pouvoir utiliser ces dispositifs, il faut pouvoir mieux les connaître. C'est aussi ce qu'on essaye de faire en demandant à l'État de mieux valoriser ces initiatives et de mieux intégrer les opérateurs et les collectivités territoriales à ces réflexions-là, que ce soit via la planification ou via des structures type Césaire, type Agence régionale de la biodiversité, etc. On a aujourd'hui des outils, il faut pouvoir mieux les utiliser et peut-être pour forcer ou démontrer l'intérêt partagé qu'on peut avoir à avoir une meilleure gestion des forêts demain. Merci. Que l'État vous entende. On va donc avoir un échange de quelques questions avec les gens de la table. T'en as une ? Bon. Bon, d'abord, merci pour votre présentation. C'est impressionnant la compétence et la mobilisation de l'élu qui représente les autres élus. C'est quasiment inexistant en Île-de-France, peut-être parce qu'on a surtout des forêts domaniales et pas communales et que tout est fait pour que les élus ne s'en occupent pas ou qu'ils soient enfumés par ce qu'on leur présente. J'ai l'habitude d'être direct. Bon. Ensuite, Guy, tu nous as dit que des collègues de l'Île-de-France étaient venus vous voir. Je peux vous dire que ça n'a pas irrigué dans les Yvelines, pourtant le département le plus forestier de l'Île-de-France. On y a des massifs surexploités. Et en situation de décapitalisation alors qu'ils sont déjà considérés comme fragiles. C'est assez impressionnant. C'est l'inverse de ce que vous montrez complètement. Alors après, j'arrive à ma question. Donc, elle est un peu plus technique. Je voudrais parler un peu de surface terrière.
Bon, avec Jean-Claude qui me regarde, là, on a fait ensemble le MOOC de formation à la SMCC. Donc il y avait ProSilva France, il y avait les Allemands, les Belges et les Irlandais. Et on a eu l'impression que nos voisins, ils préconisaient des surfaces terrières. Donc en gros, c'est la densité d'arbres à l'hectare. Hein. Ils préconisaient des surfaces terrières supérieures à 22, 25. Et on trouve des experts qui disent même 30 ou 40. Bon, ProSilva France a l'air de préconiser moins de 20. Bon, quand on se promène en forêt ou quand on regarde ce que nous a présenté Knut Storm, on a le sentiment qu'une forêt est plus robuste quand elle a une surface terrière supérieure à 25 voilà, et au-delà. Donc ma question c'est quelle surface terrière vous visez vous avez parlé de recapitalisation de la forêt. Nous, on assiste à des décapitalisations. Donc, est-ce que vous avez aussi un objectif, par exemple, de coupe par rapport à l'accroissement biologique net? Voilà mes deux questions. Surface terrière et coupe par rapport à l'accroissement. Donc là, sur le bilan que j'ai présenté, on ne peut pas augmenter le capital si on prélève l'accroissement ou plus que l'accroissement. Donc, on a prélevé 80% de l'accroissement naturel. Donc, parce qu'on s'est dit, on voulait augmenter un peu le capital, quoi. Donc aujourd'hui, par rapport à ton interrogation sur l'augmentation du capital, au sein de ProSilva, il y a des discussions sur ce sujet-là, quoi. Donc, il est vraisemblable que dans les prochaines années, les préconisations de ProSilva évoluent vers un niveau de capital plus élevé, quoi. Moi, après, je ne sais pas ce qui va être préconisé, mais on s'oriente vers une augmentation du capital, oui. Et là, en surface terrière, vous êtes en surface terrière, on doit être à un peu plus de 18 mètres carrés. Là. Est-ce que vous espérez l'augmenter? Est-ce que vous voulez l'augmenter? Quelle est votre position? Pour l'instant, ce niveau-là permet d'avoir un niveau de récolte, jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment... je parle... au 11 mai 2026. Je ne sais pas ce qui se passera dans les prochaines années, mais on voit que cette surface terrière, ces 18,5 de surface terrière permettent à la fois de produire, d'avoir une croissance satisfaisante des arbres, donc l'accroissement annuel est correct, conforme à ce qu'on attend. Et on a de la régénération qui est pas assez diversifiée pour nous, mais globalement, on a quand même toutes les essences qui sont présentes à moins de 50 cm, mais le problème, c'est qu'elles ne passent pas les 50 cm de haut, quoi. Et donc, on attend beaucoup des résultats des suivis des 2000 semis individuels, quoi, pour réajuster tout ça, quoi. Donc, on se rend compte qu'on ne connaît pas tout. Et donc, il y a un principe que moi, j'ai essayé de mettre en place, c'est quand on se pose des questions, il faut essayer de comprendre pourquoi, essayer de mettre en place des choses pour avoir des réponses, quoi. Donc, des protocoles ou avoir des gens qui viennent nous aider ou des choses, nous aider à réfléchir. Et aujourd'hui, oui, on aurait plutôt tendance à augmenter le capital. Mais je ne sais pas, je ne suis pas du tout sûr qu'on aille à 25 ou 28 mètres carrés, ça c'est clair, quoi. Si on monte, ça sera peut-être 20, 21... mais on n'ira pas à 25 ou plus. La robustesse de la forêt face au réchauffement climatique. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît, pour les interprètes? Merci. On a l'impression que la robustesse de la forêt face au réchauffement climatique, il faudrait plutôt viser 25, quoi. C'est ce que nous a présenté Knut Storm. Je ne sais pas s'il a un chiffre, mais... Après, dans la réserve intégrale qui est juste à côté qui est proche des forêts du SICFRA, on doit être à 22 ou 23 actuellement, quoi. Donc, mais il y a des arbres qui sont en train de mourir, quoi. Donc, à combien on est précisément, je ne peux pas le dire. Mais on n'est pas affaire à suivre et on discute en ce moment, quoi. Nouvelle question. Ça fait l'objet d'un débat. Qu'est-ce que vous utilisez comme protection des jeunes pousses contre les dents des cervidés? Il faut laisser la parole aussi à la salle. On va donner là. Donc, on ne met pas de protection. Donc l'idée, c'est on ne veut pas se lancer dans un système de protection. On l'a fait par le passé avec des protections individuelles
avec des beaux filets en plastique qui tombent au bout de 2 ans et puis qu'on continue à ramasser par petits bouts aujourd'hui, quoi. Donc, ça, c'est plus du tout notre souhait. Il y a eu, je vous ai parlé de l'étude de suivi individuel de semis. Il y a eu quelques latibois qui ont été installés. Il y a eu, je ne sais plus, une quarantaine sur une forêt du SICFRA. Donc le latibois, a priori, c'est quand même une solution plus intéressante, quoi. Mais après, il ne faut pas que ce soit des densités importantes. C'est une dizaine à l'hectare ou des choses comme ça, parce que ça a un coût. Mais après, une fois que c'est installé, on peut laisser le lati pourrir et puis après les semis montent tout seuls. Merci. Est-ce Madame. qu'il y a des questions? Oui. Oui, d'abord, merci vraiment pour cette présentation magnifique et tout le travail qu'il y a derrière, surtout. Bravo. Moi, ma question, vous avez dit la gestion de la forêt, vous avez parlé de multifonctionnalité de la forêt, fonctions économiques, sociales, environnementales. J'aurais parlé des fonctions sociales. Alors bien sûr, il y a les fonctions récréatives, mais il y a aussi tout ce que ça renvoie également à la qualité du travail dans la forêt, la santé, la sécurité au travail des travailleurs. Et s'il y a quelque chose qui est remarquable dans la forêt française, c'est quand même que pour les salariés de la forêt, on a un taux record d'accidents du travail, de maladies professionnelles, une externalisation croissante ces dernières années, avec beaucoup de dégradation des conditions de travail. Et donc, j'aurais voulu savoir si vous aviez un volet sur cet aspect dans votre expérience, ou peut-être pas encore. Enfin voilà, en savoir un tout petit peu plus sur cette question-là, plus précisément. Merci. Donc cet aspect-là, il est pris dans... on doit rendre des comptes dans le cadre de la certification FSC. Donc il y a les conditions de travail des gens, leur statut, on est audité sur ces points-là aussi, quoi. Donc on doit présenter des contrats de travail, on doit montrer que les sociétés ou les entreprises payent leurs cotisations, que les salariés sont déclarés et tout ça, quoi. Donc c'est certainement pas parfait, mais FSC nous a permis de monter d'un cran quand même par rapport à ces enjeux-là, quoi. Donc on est parti de loin, mais je pense que ça progresse, quoi. La certification FSC, personnellement, m'a fait beaucoup évoluer sur cette partie-là déjà. Et c'est toute la partie échange avec ce qu'on appelle les parties prenantes. Et parce qu'on doit aussi montrer, dans le cadre de la certification FSC, qu'on a des échanges réguliers. Combien on a organisé une sortie en forêt, combien il y avait de personnes, de quoi on a parlé. Et au cours d'un audit, on peut avoir des questions sur ça. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que Philippe Canal nous en parlera tout à l'heure, de cet aspect humain. Monsieur. Oui, je voudrais savoir, quand vous avez une plantation de conifères qui arrive à totale maturité, et traditionnellement, c'était une coupe rase, comment vous vous organisez justement pour ne pas faire de coupe rase, et comment vous organisez la replantation pour faire une replantation diversifiée sur un sol sablonneux? Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, je suis exploitant forestier, voilà. Oui, merci. Donc moi, je peux parler. On a quelques dizaines d'hectares de plantations de Douglas, et puis on a eu des épicéas aussi, mais qui ont été attaqués comme partout. Donc, mais par contre, on n'a pas de sol sableux, donc on est sur calcaire. Donc je ne peux pas vous dire exactement sur sol sableux comment ça se passe. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est par exemple dans une plantation de Douglas. Ce qu'il faut, c'est évaluer il faut identifier les stades qui manquent dans votre peuplement. Donc s'il y a du Douglas qui a 50 ans, donc ça va être des gros bois et puis quelques bois moyens. Donc ça veut dire qu'il manque des petits bois et il va essentiellement manquer des petits bois. Après, il faut se dire combien de temps il me faut pour avoir un petit bois. Donc dans le Douglas, c'est 20-25 ans selon les endroits. Donc ça veut dire que il faut se dire il faut que dans 25 ans, mon objectif, c'est d'avoir des petits bois. Donc après, il faut travailler à la qualité. Donc c'est les principes du travail à la qualité de ProSilva. Donc travailler à l'individu. Donc nous, on est parti... les critères de qualité d'un résineux, il faut qu'il soit droit, il ne faut pas qu'il soit trop tordu, il ne faut pas qu'il ait trop de branches, des branches fines si possible. Et donc vous faites des éclaircies en prélèvement au maximum 20% du capital. Il faut revenir tous les 8 ans, 6-8 ans en fonction de l'accroissement
qu'il faut essayer de connaître, parce que si vous ne connaissez pas de combien ça pousse par an, ben, ça peut être compliqué. Et puis nous, dans notre cas, sur des parcelles qu'on a avec ces principes-là, puis donc garder tout ce qui n'est pas du Douglas, bien sûr. Donc si vous avez un seul érable, il faut le garder. Si vous avez un alisier, il faut le garder. Tout ça. Et donc, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait des petits spots de renouvellement Douglas qui sont arrivés très ponctuellement. On est parti avec un tapis de ronces qui faisait plus d'1 mètre de haut, hein, voire 1,50 m. Donc avec le temps, les ronciers vieillissent et la lumière commence à diffuser. Puis vous avez des semis de Douglas qui arrivent dedans. Ces semis étouffent dans leur périphérie les ronces, et petit à petit, ça gagne comme ça. Et aujourd'hui, je pourrais vous emmener voir des parcelles où on a des perches de Douglas avec une arrivée du chêne, de l'érable. On a un mélange extraordinaire. Et maintenant, l'objectif des travaux, c'est de régler ce mélange, quoi. Donc, pour avoir l'objectif, c'est pas de ne pas avoir une parcelle complète en Douglas, mais d'avoir un mélange 50-50 feuillu et résineux. Merci. 2 questions, parce qu'on est hors délai. Donc, on y passerait la soirée. C'est passionnant. Bon. Oui, moi j'observe des contradictions sur le hêtre. J'entends que la sylviculture entend le retirer d'Île-de-France. Et j'en vois se porter très bien et d'autres se prendre un coup dans le nez. Et j'étais dans la réserve de la Massane, dans les Pyrénées-Orientales, où on a une hêtraie qui se porte formidablement bien, alors qu'on est dans la région de France qui se prend le plus de canicules et qui a le plus longtemps eu du mal à reconstituer les nappes phréatiques. Donc, votre explication, c'est quoi? C'est le côté aléatoire, justement. Je ne connais pas la Massane, mais le peu que j'en connais, il y a peut-être des versants un peu abrités ou des expositions qui sont pas les plus rudes pour le hêtre. Il y a probablement ça. Donc nous, on voit ça aussi sur nos... on a parlé de topographie sur le plateau de Langres, ça n'a rien à voir avec la Massane, mais il y a quand même des effets de versants. Donc on a des versants sud sur Renzin avec des stations hyper sèches. Donc là, les hêtres tiennent aussi. Donc il y a certainement un patrimoine génétique qui joue. Il y a tout un tas de choses. Moi, j'ai pas les compétences, j'ai pas assez de connaissances pour donner une explication. Mais donc l'intérêt, si je peux me permettre de faire le lien avec la SMCC, c'est que nous, on a parlé, donc le hêtre, il y a du dépérissement sur 2 hêtres, mais aussi on a la calorose sur le frêne. Donc en SMCC, on peut garder tous les arbres qui sont en bon état. Si vous avez un hêtre qui est en bon état, on le garde, quelle que soit sa qualité. Donc ça veut dire que génétiquement, on favorise le brassage et l'émergence de ces individus qui résistent, quoi. Donc, c'est tout ce que je peux dire, quoi, pour eux. Alors, moi, je voulais juste intervenir parce que pour ceux qui ne connaissent pas la FAFID, c'est vraiment la réponse citoyenne des gens qui s'inquiètent de l'avenir des forêts en Île-de-France. Et parce que les températures sont en train d'augmenter. Après, les causes, ce n'est pas la question. Mais on arrivera normalement à 50 degrés en 2049. Et les forêts tempèrent de 5 à 10 degrés la température. Ensuite, on est à peu près à 8000 morts par an dues à la pollution de l'air en Île-de-France chaque année. Et sans parler des enfants malades de l'asthme, ça se propage de façon énorme. Et du coup, notre seule réponse, c'est de dire qu'il faut absolument arrêter de couper les forêts qui sont donc les forêts domaniales en première couronne autour de Paris, et ensuite les forêts, bien sûr, privées plus dans le 78. Mais je voulais juste clarifier ce point-là, et donc c'est notre réponse citoyenne, cette réunion aujourd'hui par rapport à ça. Et donc c'est très bien votre réaction dans la Marne, parce que bien sûr nous on est aussi inquiets des paysages, mais nous c'est même pratiquement la survie en région parisienne qui est vraiment en question à mon sens, quoi. Voilà, c'était ce que je voulais souligner. Merci Sylvie. Je peux réagir? Bon. Est-ce que je peux réagir, monsieur Delon? Juste un mot. Oui, oui. J'entends votre positionnement. Après, je rejoins la conclusion des collègues de Knut.
qui disait, moi j'aime bien, je suis content quand je mange sur ma table en chêne aussi, quoi. Donc il y a on a besoin du bois et d'un autre. Enfin, après, il y a un discours qui peut dire aussi, on ne coupe plus d'arbres, quoi. Comment on sort de ça, quoi? Moi, c'est aujourd'hui, j'ai pas la réponse, quoi. Mais ça m'intéresserait d'avoir votre La votre question, vision. c'est pas de dire il faut arrêter totalement de couper du bois, mais j'ai vu des projets, par exemple, d'implantation d'usines autour de Paris pour essayer de tempérer la température, pour rafraîchir l'air. Et on plante dans les écoles actuellement à Paris des arbres en métal pour capter la pollution. Et donc, il y a un moment, on peut peut-être essayer de trouver des solutions juste en gardant les forêts, quoi. Bon, je suis désolé. 2 solutions. Soit on se fait 10 minutes de pause, soit on continue. Alors, 10 minutes de pause. Allez. Comment? Qui est pour 10 minutes de pause? Il faut aller aux toilettes. Ouais. Ça va aller vite, 10 minutes. Ça va aller très très vite. C'est intéressant.